Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour la review de The First Berserker Kazan. Donc le jeu est sorti le 27 si je me trompe pas. On a pris l'Early Access pour pouvoir y jouer depuis le 24. Euh, Globalement, donc on va comme d'habitude commencer par la conclusion. J'ai adoré ce jeu. Euh, Il y a peut-être quelques aspects qui sont un petit peu en deçà de ce que certaines personnes peut-être en attendaient, mais le gameplay est juste ouf, en fait, tout simplement. On va commencer par ça. Le gameplay est la chose qui nous a retenu et qui, je pense, fait que, pour moi, The First Berserker Kazan est une réussite. Donc, comment on va faire ça? On va démarrer, j'ai quelques notes à côté de moi. On va un petit peu parler de tout ce qui est non-gameplay d'abord. Donc univers, DA, scénario, structure du jeu. On va faire un petit point sur la technique. Et ensuite, on va parler du gameplay, qui est le point important du jeu pour moi. Et on va faire une petite conclusion un petit peu plus, plus fournie. Donc, première chose, The First Berserker Kazan, qu'est-ce que c'est? C'est un Souls-like développé par Neopel, qui est du coup le studio de chez Nexon qui s'occupe de la franchise Dungeon Fighter Online, Dungeon Fighter en général, pardon. Donc Neopel, ils n'avaient pas encore fait de jeu d'action comme ça, solo player. Ils ont fait du coup DFO, ils ont fait DNF Duel il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup ils se sont essayés à un jeu dans un format un peu plus mainstream pour faire connaître la série Dungeon Fighter. Et pour un premier Souls, je trouve que c'est plutôt réussi sur pas mal de points. Donc voilà, l'univers Dungeon Fighter, c'est pas quelque chose qui est beaucoup connu en dehors de la Corée. Et du coup, je pense que c'est une belle entrée en matière. Ils ont essayé du coup, faire quelque chose pour démocratiser leur licence. Et ça va plutôt bien fonctionner, à mon sens. Donc, un Souls-like. Dans la structure, on est plus proche de ce qu'on a pu voir dans Nioh, notamment, dans Nioh 1 et 2, dans Wolong aussi. Comment ça se passe? Vous avez un jeu pas en monde ouvert. On a un hub central avec un téléporteur pour aller dans les différentes missions. Vous allez dans une mission, là vous vous retrouvez dans un niveau avec une construction à la Souls, donc un level design avec, comme d'hab, des checkpoints bien particuliers, des portes fermées, vous faites le tour, il y a un raccourci, vous ouvrez la porte, bref, vous connaissez le deal si vous avez joué à n'importe quel From Software ou n'importe quel jeu du genre, vous serez comme à la maison, mais on n'est pas dans un monde ouvert. On finit notre mission, on retourne au hub. Au hub, on a plusieurs PNJ, on a un forgeron, on a un marchand, on a ci, ça. On a du gear aléatoire qui tombe sur nos ennemis. On a un arbre de compétences qu'on fait avancer au fur et à mesure des level up de notre personnage. Et voilà. Les missions ont un niveau prérequis. Vous pouvez y aller en étant sous level, c'est pas un problème, mais vous allez galérer. Et au fur et à mesure des missions, vous débloquez des missions annexes où vous avez du gear à récupérer, des collectibles qui vont vous donner que ce soit de nouvelles armes, des trucs pour avancer, vous donner des informations dans l'histoire ou du nouveau gear, bref. Si vous avez joué à Nioh, vous serez comme à la maison. Euh, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. Ça plaît pas. Globalement, ça fonctionne bien. Les missions annexes sont plutôt, plutôt dispensables si on parle de contenu. Hein, c'est rien de particulier. Il y a des alternatives aux boss, par contre. Vous n'allez pas fight des boss, des nouveaux boss nécessairement dans les missions annexes. Soit vous allez avoir des versions buffées de monstres qui existent déjà, que vous avez rencontrés. Soit vous allez avoir des versions alternatives de boss de l'histoire principale qui vont être présents. Mais globalement, c'est toujours kiffant et ça vous sert pour rester à niveau tout au long de la partie. Personnellement, du coup, j'ai fait le 100% du jeu. J'ai toujours fait toutes les missions annexes avant de passer à la mission principale. À la mission principale suivante, je veux dire. Et il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème pour moi, ça n'a pas pris plus de temps que ça. Donc globalement, rien de particulier à dire sur ce point.
Maintenant, on va parler de technique. Donc, on va faire un petit écart sur la DA. C'est pas forcément quelque chose dont je parle généralement, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cette DA. L'environnement tout en cel shading, enfin le jeu tout en cel shading, personnellement c'est quelque chose que, enfin j'ai pas de problème avec. Il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout le cel shading. Je trouve que c'est plutôt bienvenu dans ce jeu. De premier abord, j'aimais pas particulièrement l'esthétique quand on avait vu les premiers trailers. Au final, c'est plutôt agréable visuellement. Si on parle vraiment de direction artistique sur les environnements, un peu comme dans plein de jeux de ce genre, vous avez pas beaucoup de scènes très colorées. On est sur des tons de gris. C'est dans le thème de l'univers à ce moment-là, hein. Le monde est en ruine. Le monde de Kazan est ravagé par la guerre, donc forcément, on n'est pas dans des couleurs chaudes dans l'esprit, mais on peut quand même noter qu'il y a une certaine monotonie dans les environnements qui fait que, bon, il n'y a rien qui va stand out, quoi. Je me rappelle pas particulièrement de zones, vous voyez, il n'y a pas de zones qui m'ont marqué dans le jeu, tout se ressemble un petit peu, mais bon, j'ai envie de dire whatever. À l'inverse, les personnages, eux, sont plutôt inspirés, je trouve. Ça fait très orienté manois, hein. Forcément, on est sur un jeu coréen, mais contrairement aux environnements, les personnages sont très colorés, très reconnaissables, et je trouve que par contre, leur chara design est plutôt bien maîtrisé. Après, on est dans les codes de la série Dungeon Fighter, et les personnages de Dungeon Fighter sont plutôt bien designés à mon sens. À côté de ça, dernier point qui là par contre est vraiment vraiment nice, c'est le sound design du jeu de manière générale. Il n'y a absolument aucun son dans le jeu qui n'a pas été genre millimétré, j'ai envie de dire. Déjà, évidemment, on va en parler plus tard quand on va parler de gameplay, mais le bruit du pari, vous allez l'entendre tout le jeu, et personnellement, je m'en suis jamais lassé. Mais on peut dire la même chose pour absolument tous les finishers sur vos ennemis, euh, vos compétences, vos dashs, les esquives parfaites, tous les bruitages sont vraiment juste très bien faits, très bien pensés, bien intégrés dans le flow du jeu. Vous reconnaissez les audio cues pour telle ou telle attaque assez facilement. Et globalement, vous êtes mis dans l'ambiance très très vite et vous restez accroché. Donc ça marche bien. Euh, Petit point pour le scénario. Bon, écoutez, si vous voulez jouer un jeu avec un super scénario, vous lancez pas The First Berserker Kazan. Mais on est sur une histoire de revanche classique, enfin de vengeance classique, j'ai envie de dire. Euh, à partir du milieu à peu près de l'aventure, vous savez où est-ce qu'on va. Il n'y aura pas de rebondissement de folie. Euh, L'intégralité de l'intrigue, vous l'aurez comprise au bout de 10-15 heures de jeu, je dirais. Mais bon, ça fonctionne bien, on n'en demande pas plus, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. DA, écoutez, whatever, scénario, whatever, sound design, vraiment nice. Et c'est tout ce qu'on va dire pour ce qui est non-gameplay. Maintenant, on va commencer à parler de ce qui nous intéresse dans ce jeu. Ça a été le combat, et là, vraiment, j'ai des choses à dire. Parce que, euh, en termes de Souls-like, une chose qui globalement fait que j'ai joué à la majorité des Souls-like qui sont sortis, à l'exception de Bloodborne et Lies of P. Je crois que c'est à peu près tout ce à quoi je n'ai pas touché. Euh, Globalement, c'est un genre de jeu que j'apprécie, mais je dirais pas que je qualifierais le combat d'extrêmement satisfaisant. À l'exception peut-être de Sekiro, je trouve que c'est pas le gameplay en lui-même des Dark Souls, par exemple, qui me fait rester, c'est le design des encounters, qui est très différent. Le gameplay de Kazan est génial. Pour moi, j'ai adoré. Donc, globalement, le jeu se présente comme un jeu où vous allez avoir plusieurs options
ok? Et au début, vous allez avoir l'impression que vous êtes orienté. Donc, on vous introduit le pari. Le pari est de toute évidence extrêmement important dans le jeu. Mais en fait, vous avez également une esquive parfaite. Et vous avez plein d'outils dans votre arbre de compétences qui vont vous permettre de vous créer un playstyle et de clairement vous orienter vers une chose ou une autre. Donc, vous allez passer vos premières heures de jeu en ayant choisi un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai aimé le pari parce que forcément, voilà, comme je vous disais, sound design du pari, machin, machin, c'est nickel. Mais au bout d'un moment, en fait, le jeu va vous faire comprendre que l'intégralité des options sont importantes et certains boss vont venir au travers du coup de leur combat, vous faire comprendre l'importance de chacune des mécaniques. Et tout le début du jeu, en fait, et on va dire les 5-6 premiers boss du jeu, jusqu'à ce que vous atteigniez Maluka, on va pas spoiler plus que ça, mais jusqu'à ce que vous atteigniez Maluka, vous allez être dans une sorte de grand tutoriel. Je pense que Maluka, c'est la fin du tutoriel du jeu. Une fois que vous êtes arrivé là, globalement, vous aurez compris l'intégralité des mécaniques et vous allez vous rendre compte à ce fight-là que dans Kazan, absolument tout est important. Et intégrer chaque aspect du gameplay va enrichir ce gameplay. Si vous prenez le temps d'absolument tout maîtriser, le jeu va se révéler être extrêmement deep en fait. Parce que d'un côté, vous avez cette mécanique de stamina qui souvent est considérée comme l'élément bloquant dans les Souls, où bah, vous savez, vous avez de la stamina, tant que vous faites pas ce qu'il faut, enfin, si vous la gérez mal, vous en avez plus, vous êtes mort. Et du coup, ben, le design d'un jeu comme Dark Souls dans le fonctionnement, c'est que bah, il y a des moments où vous pouvez faire des actions, il y a des moments où vous pouvez plus rien faire parce que vous avez plus de stamina. C'est pas ça, Kazan. Kazan, il va venir vous reward à partir du moment où vous faites la bonne action au bon timing. Parce que les paris parfaits et les esquives parfaites, au départ, ne consomment pas de stamina, mais pire encore, peuvent finir par vous en rendre. Et donc, une fois qu'on arrive à ça, on se rend compte que ben, le jeu peut nous pousser, enfin, si vous avez envie de jouer comme ça, moi c'est comme ça que j'ai joué, donc je vais vous parler de comment moi j'y ai joué, c'est que le jeu, moi, il m'a poussé à prendre des risques en fait. Et ça, j'avais jamais vu ça dans un Souls. C'est qu'en fait, plus vous allez jouer avec toutes vos capacités et utiliser les esquives parfaites, les paris parfaits, plus vous allez être reward et plus vous voudrez prendre encore plus de risques en fait. Donc ça déjà, c'est extrêmement addictif et j'ai trouvé que c'était très très bien amené. Du coup, on va parler de la chose qui vient juste après, c'est le système de combo dans le jeu. Donc dans Kazan, les ennemis ont euh, soit de la stamina, soit de la fortitude, qui est une ressource un peu similaire à la stamina, c'est la barre violette sous leur barre de vie. Et au moment où vous allez stopper, enfin vous allez les taper, ils vont perdre de la stamina ou perdre de la fortitude. Quand la barre atteint 0, ils sont stun. Et au moment où ils sont stun, vous pouvez faire un combo pendant un temps imparti. Vous avez une sorte de petite roue qui apparaît. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire un combo et vous finissez votre combo par un finisher qui vous rend votre barre de stamina et qui fait des gros dégâts. Et donc, le gameplay, ça va être taper les mecs jusqu'à ce que vous finissiez cette barre de fortitude, puis euh, avoir suffisamment de ressources au moment où vous allez les stun pour mettre le plus gros combo que vous puissiez mettre dans ce temps imparti. Et c'est là que avoir un système de combo intéressant est cool, et c'est le cas avec Kazan. Donc, vous avez, comme dans tous ces jeux, un coup faible, un coup fort. Vous avez, du coup, ben, un combo associé à chaque. Mais chaque coup peut être cancel par un dash. Chaque coup peut être cancel par une des compétences que vous récupérez dans votre skill tree. Et quand vous faites une compétence, vous allez reset la chaîne de combo. Donc, vous avez plein de moyens d'étendre les combos. Genre, si vous avez l'intégralité de votre barre de stamina et l'intégralité de vos pastilles de compétences, chaque compétence coûte une pastille ou deux ou trois en fonction de la compétence. Donc, si vous tenez le mec à un moment où vous avez beaucoup de ressources, vous avez la possibilité de mettre mi-life, trois quarts life même à un boss parfois,
à partir du moment où vous gérez correctement vos ressources. Et ça va apporter du coup un aspect supplémentaire au jeu, un aspect qui n'existe pas dans les autres Souls-like et qui rend vraiment tout le gameplay de Kazan unique. Donc, pour aller encore mettre l'accent sur ça, on a un bestiaire qui est vraiment intéressant dans Kazan et qui va justement nous permettre de nous introduire à tous les différents types d'attaques que les boss vont avoir. Généralement, quand vous allez faire un niveau, vous allez avoir des monstres qui vont introduire certains types d'attaques, certaines animations, et le boss final de cette zone va réutiliser certaines variations de ces attaques. Donc vous y serez déjà sensibilisé, vous aurez déjà vu un monstre les faire, et vous serez prêt à les contrer correctement au moment où vous ferez le boss fight. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'ai trouvé super intéressante, donc déjà, on a un bestiaire super étendu, plein de monstres différents, plein d'attaques différentes, machin, machin. Et, point important que j'avais jamais vu dans un jeu de ce style, c'est on a un training mode. Donc, vous lancez le training mode, vous avez votre bestiaire, hop, vous ouvrez le bestiaire, vous vous dites, oh, il y a ce monstre-là, je l'ai déjà vu, il m'a saucé à chaque fois que je l'ai fight. Donc là, je vais aller en training mode contre lui pendant 5-10 minutes, et je vais voir qu'est-ce que je peux pari, c'est quoi les timings, et comment je peux optimiser mon combo une fois que je le fight. Et franchement, genre, je pense pas que j'ai déjà autant apprécié une feature dans un jeu solo comme celle-là. Mais pour moi, ça a augmenté mon plaisir de jeu fois 10 000. Dans un Souls-like classique, personnellement, j'ai jamais été tenté par le fait de speedrun ces jeux, notamment parce que je trouve que la partie apprentissage des boss est pas intéressante. Des boss, des monstres, des zones, c'est pas quelque chose qui m'a jamais attiré. À part si on avait moyen d'avoir des save states, par exemple, dans le jeu. On peut le faire avec des émulateurs, sur un truc, mais bref. Comment dire, c'est pas assez bien intégré au jeu pour que j'ai envie de le faire. Là, avant même de parler de réellement speedrun le jeu, mais ne serait-ce que optimiser mes fights contre chacun des monstres du jeu, ben, j'ai eu envie de le faire. Et d'ailleurs, genre, je crois que vers les 2 tiers du jeu, il y a eu 3-4 ennemis où je me suis posé contre eux en début de session pour les taffer. Il se trouve qu'ils sont revenus au format Elite tout le long du jeu derrière. Et ça a été, je sais pas, les 15-20 minutes les mieux utilisées de mon temps de jeu parce que juste m'être posé contre ces 3-4 types de monstres m'a carry l'intégralité du reste du jeu. Donc vraiment, si vous lancez le jeu et que vous galérez contre certains monstres, n'hésitez pas, lancez le training mode, allez fight ces monstres en question et ça va changer votre vie. Donc vraiment, super intégration et j'espère que d'autres jeux qui ont un système de combat un peu similaire avec des paris, avec des trucs, avec des timings, ce genre de choses, voient ça et se mettre à intégrer plus souvent des training modes. C'est vraiment bienvenu. Dernier point sur le système de combat et les combats de manière générale, les boss fights. Euh, alors, je pense que The First Berserker Kazan compte dans certains des fights du jeu sont pour moi dans mon top des boss fights que j'ai fait. J'ai pas envie de dire ever parce que j'ai fait beaucoup de jeux avec beaucoup de boss fights bien. Mais franchement, il y a des fights qui sont dans mon top, genre assez facilement. Et clairement, le last boss, si vous le faites ou si vous l'avez fait, venez en parler dans les commentaires. Euh, il va vous pousser dans vos derniers retranchements normalement si vous le faites. Si vous le faites, je pense qu'il y a personne qui aura fait ce boss fight qui va me dire qu'il s'en rappellera pas. Ça a été vraiment une très très bonne expérience de manière générale. Comme je disais, chacun des boss reprend systématiquement des éléments que vous avez vus être introduits plus tôt dans le niveau que vous faites. Donc il y a une sorte de continuité dans le gameplay. Euh, Bref, le truc il monte vraiment crescendo. Une fois que vous battez Maluka, encore une fois le 5e, 6e boss, le jeu considère que maintenant vous savez jouer. Et là, la difficulté augmente d'un coup.
et le challenge est présent. Donc si vous aimez les jeux comme ça, si vous aimez les boss fights qui vous font un petit peu tirer la langue, vous allez apprécier. Ensuite, le dernier point de gameplay entre guillemets du jeu, on va parler des éléments RPG. Euh, Globalement, c'est pas quelque chose dont j'attends beaucoup de ce genre de jeu. Généralement, pour plusieurs choses. Déjà, dans les Souls, le système de stats est souvent assez opaque. La manière dont vos damages sont calculés, vous avez globalement aucun contrôle dessus. Vous mettez des points dans des stats et chacune de vos armes scale d'une manière différente en fonction des stats dans le jeu. Donc on a trois types d'armes. On a les doubles lames, on a l'espadon et la lance. Chaque arme a une stat principale qui est différente l'une de l'autre. Et du coup, la stat que vous allez maxer pour votre DPS va dépendre de l'arme que vous avez choisie, tout simplement. Donc vous allez maxer ça et vous allez maximiser vos damage. Voilà, en termes de stats, ça va s'arrêter là. L'autre aspect intéressant, ce sont les sets au niveau du gear. Pour en avoir testé plusieurs, il n'y a pas de grande différence hein, en vrai. Le jeu va pas vous forcer à build quoi que ce soit, ou vous n'allez pas avoir d'avantage à build des trucs. Vous allez pouvoir optimiser vos dégâts sur ci ou ça. Vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de convenience sur certains trucs, regagner de la stamina, ce genre de choses. Mais globalement, vous pouvez jouer un petit peu ce que vous voulez. J'ai pas trouvé qu'il y a eu un énorme impact sur mon gameplay. Par contre, dans les sets, il y a des sets qui vous donnent des spells, des compétences actives, et ça, pour le coup, ça peut réellement changer votre gameplay. Dans le jeu, vous avez un set, le set dévoreur d'âme, qui a comme compétence de reset le timer de stun des ennemis, et bon, avoir des combos deux fois plus longs, ça, effectivement, ça a eu un impact sur mon jeu. Donc, une fois qu'on a trouvé ce set, on n'a pas changé, parce que, bon, ça m'a l'air assez difficile de faire mieux, mais bon, il y a sûrement d'autres sets avec des compétences tout aussi craquées. J'en ai testé deux ou trois. J'ai pas été convaincu. Mais bon, globalement, éléments RPG, whatever. Il y aura sûrement des gens qui vont trouver des trucs un petit peu plus optimisés que d'autres, mais ça n'a pas eu un grand intérêt pour moi de manière générale. Euh, Dernier point qui forcément tout le monde voudra l'aborder, c'est la question de la difficulté dans Kazan. Euh, Écoutez, le jeu est difficile comparativement à n'importe quel autre Souls-like. Est-ce que c'est plus dur, moins dur? Je ne saurais pas me prononcer. Si vous êtes habitué au genre, je pense que vous le ferez. Ça va pas, il n'y a pas de trucs qui vont vous bloquer particulièrement. Si vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui joue à des Souls, c'est possible que vous crachiez un peu vos poumons sur certains boss fights. Écoutez, dans tous les cas, il y a un mode facile. Je ne l'ai pas testé. Je sais pas exactement ce qu'il change au jeu du coup. Mais bon, si le jeu est trop difficile pour vous, vous avez la possibilité de jouer en mode easy. Et globalement, ouais, si vous n'avez pas envie d'avoir un jeu qui est trop challengeant, ça sera peut-être pas le bon choix de lancer Kazan. Mais globalement, si vous êtes quelqu'un qui aime le challenge de manière générale, le jeu est fait pour vous. Il y a juste pas d'histoire. Euh, Allez, il y a eu, dans le jeu, il y a eu deux boss en particulier qui m'ont vraiment fait galérer. Il y a eu Viper, donc qui est le deuxième ou troisième boss, je sais plus, troisième boss, je crois, qui d'ailleurs, au moment de la sortie du jeu, s'est fait nerfer. Entre l'early access et la sortie du jeu, il y a eu un patch parce que le boss était apparemment un peu trop dur. J'ai dû passer 2 heures sur lui, un truc comme ça. Et il y a eu le boss de fin, qui, je vous dis, lui par contre, il y avait un petit challenge quand même. Il y avait un petit challenge, mais bon. C'est ce qu'on attend d'un boss de fin d'un Souls-like, à mon sens. Donc, j'ai pas fait le mec choqué, j'ai pris mon temps, j'ai fait mes trails, et puis il a fini par tomber, quoi. Voilà, tout simplement. Pour conclure, moi je dirais que The First Berserker Kazan, pour un premier Souls-like pour le studio Neopel, c'est vraiment de la bonne qualité.
J'en attendais pas tant que ça du jeu. Après la démo, j'avais quand même été conquis, hein. Je sais pas machin, mais je m'attendais pas à un super jeu nécessairement. Et au final, on a un jeu avec un gameplay, mais juste magnifique, à mon sens. Globalement, c'est très bien exécuté. On pourrait argumenter que la DA et le world building, ouais, c'est pas au niveau d'un From Software, hein. Allez pas vous attendre à je sais pas quoi, ok? Mais à mon sens, si on parle de gameplay, le gameplay est bien plus addictif que le gameplay de n'importe quel autre Souls auquel j'ai joué. Je pourrais et je pense que je vais lancer le New Game Plus, chose que je fais absolument jamais dans les Souls. Donc clairement, First Berserker Kazan, le jeu, je vous le recommande les yeux fermés. Et a priori, Neopel a déjà prévu de faire du contenu additionnel. Donc vous pouvez être sûr que dès que ça sortira, je le ferai également. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces petites reviews. On va commencer à rendre ça un peu plus courant à partir du moment où on va jouer à des gros triple A où il y a quand même un gameplay qui nous intéresse, ce genre de truc. Quand je pense qu'il y a un jeu qui peut intéresser la communauté et qui moi de toute façon m'intéresse et que je vais faire sur le stream, je vous ferai nécessairement une review qui ira avec. Donc la prochaine, ça devrait être d'ici la fin du mois d'avril avec Expédition 33, qui pour le coup rien à voir. On partira sur donc un RPG. Et voilà, comme vous savez, vous avez dû voir la vidéo sur le programme. En attendant, à partir du 4 avril, on est reparti sur Path of Exile 2. Donc un peu moins de vidéos disponibles sur la chaîne les 2 heures. Si vous voulez voir le contenu sur la chaîne Path of Exile 2, ben, vous avez le lien en description, les 2 heures PoE. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2heures pour les streams du mardi au vendredi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Enjoy, allez jouer à Kazan. Et puis, bah, à la prochaine. Peace.